Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avant le match Paris Saint-Germain-Dortmund. C'est un match très important pour le Paris Saint-Germain qui joue complètement sa saison sur un seul match. Si le Paris Saint-Germain ne l'emporte pas, ça remettrait en cause tout le projet qui a été mené depuis le mercato dernier. On peut dire que le groupe est relevé certes, mais pour moi c'est des équipes moyennes bonnes qui montrent quand même quelques faiblesses dans leur championnat respectif. Donc certes les matchs ont été compliqués jusqu'à maintenant, mais le PSG avec l'effectif qu'ils ont et le projet qu'ils ont aussi depuis l'arrivée des Qataris, il n'y a pas d'excuse. Donc la place qualificative en 8e de finale de Ligue des Champions, si elle est validée, on verrait cette première partie de saison comme un succès et comme une validation du projet, en tout cas des premières étapes de ce nouveau Paris Saint-Germain. Parlons des scénarios, des différents scénarios de ce match parce que c'est assez compliqué de comprendre comment ça peut se passer. En tout cas, il y a plusieurs hypothèses. Je rappelle, Milan et Newcastle s'affrontent à côté de ce match. Et si le Paris Saint-Germain perd contre Dortmund et que Milan ou Newcastle gagne, et le PSG sera reversé en Ligue Europa. Mais si le PSG perd et que Milan et Newcastle font match nul, c'est la deuxième place et donc une qualification en 8e de finale. Autre cas de figure, si le PSG gagne, ils sont premiers, donc dans tous les cas, c'est une victoire obligatoire. Le Paris Saint-Germain, s'ils gagnent, ils n'auront aucun problème, étant donné que Dortmund est à 10 points, le PSG, s'ils gagnent, ils sont à 10 points, il y a la différence de but. Alors c'est plus la fameuse différence de but qu'on connaissait, maintenant c'est la différence de but match aller-retour entre les deux équipes. Et donc on sait bien que le Paris Saint-Germain contre Dortmund, il y a eu 2-0 au match aller. Et donc dans le dernier cas de figure, si le PSG fait un match nul contre Dortmund et que Milan gagne, c'est la deuxième place, et si Newcastle gagne, c'est la troisième place. Étant donné que, comme je vous l'ai expliqué, en confrontation aller-retour, c'est Newcastle qui l'emporte haut la main sur le Paris Saint-Germain si les deux équipes sont à égalité. Alors penchons-nous sur la composition probable de ce Paris Saint-Germain qui est toujours difficile à anticiper et à prévoir depuis que Luis Enrique est arrivé sur le banc parisien, et il est toujours à contre-pied de ce que les médias annoncent quelques heures ou quelques jours avant. Quand le Parisien, l'équipe ou d'autres médias font leur composition probable, et Luis Enrique n'aligne jamais la composition qui est annoncée. Assez surprenant à chaque fois, et c'est toujours une découverte, et c'est pour ça qu'on a un chapitre dans cette vidéo spécialement sur la composition, parce que chaque élément est intéressant, même des remplaçants qui peuvent être titulaires, donc c'est un débat sans fin. En tout cas, ce qui est moins débattable, c'est la défense, où on sait que donc Donnarumma sera aligné malgré les débats qu'il peut y avoir avec Arnaud Tenas. En tout cas, Donnarumma est bel et bien là. Achraf Hakimi qui sera latéral droit, aux côtés de Marquinhos et Skriniar qui est la charnière centrale titulaire depuis le début de la saison. Marquinhos qui a fait son retour contre Nantes, qui est sorti en seconde période. Ensuite à côté on a Hernandez qui toujours à ce poste en tout cas depuis le début de la saison. On a le grand retour de Warren Zaïre-Emery qui est une surprise parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il revienne aussitôt. Son retour était annoncé en janvier 2024. Au final il a grappillé quelques minutes contre Nantes au Parc des Princes pour justement le mettre en jambe contre Dortmund. Donc c'est quand même très probable qu'il puisse débuter en tant que titulaire, et ça fait une vraie différence de le voir sur le terrain parce que c'est un joueur de projection qui va te permettre de ressortir le ballon proprement, et on sait les difficultés du PSG dans ce domaine là, qui va permettre aussi de faire le lien entre les milieux de terrain et l'attaque. On voit qu'il y a quand même très peu de milieux de terrain parisiens qui puissent se projeter et être une réelle menace offensive, ce que Warren Zaïre-Emery a prouvé depuis le début de la saison. Et donc à côté on a l'indéboulonnable Ugarte qui est un peu en dedans en ce moment, surtout dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions. On l'a vu contre Milan à San Siro, on l'a vu aussi à St James Park contre Newcastle, notamment aussi au Parc des Princes contre Newcastle. Donc le Ugarte rugueux et efficace défensivement qu'on a vu depuis le début de la saison est un peu plus en difficulté. En tout cas il faudra qu'il réponde présent contre Dortmund. Là on a un autre débat qui s'ajoute, et on ne sait pas dans quelle composition, dans quel système Luis Enrique voudra faire évoluer ses joueurs, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que normalement il devrait y avoir 3 milieux de terrain, et peu importe où est-ce que les joueurs se situeront sur le terrain en fonction des différentes situations dans le match, en tout cas pour moi Vitinha doit être titulaire, et ça on sait Gauzy et on ne cesse de le répéter avec toutes les performances qu'il fournit. Le fait qu'il soit décisif quand même à chaque match, pratiquement il a 4 buts et une passe décisive, soit autant que ce qu'il avait réalisé la saison passée, c'est dire l'efficacité offensive de ce joueur. Et le PSG a besoin de milieux de terrain qui soient décisifs, et on se demande pourquoi il est jamais titulaire dans les grands rendez-vous, ou en tout cas sur certains matchs où on attend à ce que Vitinha soit titulaire, il met Lee Kang-in, ou il change son système et il inclut pas Vitinha qui pour moi apporte un vrai équilibre défensif et offensif à cette équipe. Lee Kang-in qui était intéressant quand il était en sortie de banc lors de certains matchs, l'a été un peu moins contre Nantes en tant que titulaire. En même temps il a joué ailier droit, c'était un peu plus compliqué. Je pense que quand on le fait jouer relayeur gauche, il est un peu plus intéressant dans le cœur du jeu pour faire des différences, pour casser des lignes, que sur un côté. Vient à présent l'attaque qui est un vrai casse-tête, parce que
c'était pas trop compliqué là depuis Donnarumma, la ligne défensive, les milieux de terrain avec Ugarte, Warren Zaïre-Emery. Vitinha c'est un peu le petit bémol, le petit casse-tête dans ce secteur là, mais au niveau de l'attaque c'est toujours un peu plus compliqué. Évidemment qu'il y a Kylian Mbappé. Ce qu'il faut surtout ajouter c'est que Ousmane Dembélé n'est pas présent lors de ce match et ça fait toute la différence parce que c'est le joueur qui dynamite le jeu du PSG, c'est le joueur qui te crée les plus grosses occasions, c'est celui qui fait de vraies différences et pour le coup tu n'as pas ce joueur et c'est un vrai manque à gagner parce que même s'il a des déchets dans son jeu, il arrive à faire des vraies différences, il arrive à créer des espaces pour ses coéquipiers et là il sera pas là. Donc comme je vous ai dit, Lee Kang-in côté droit, je le vois absolument pas à ce poste là. Il faut un joueur qui soit rapide et qui prenne la profondeur et qui puisse aussi fournir l'attaquant en centre. Pour mieux comprendre tout ça, c'est surtout de se dire, est-ce que la question ne tourne pas surtout autour du positionnement de Kylian Mbappé, qu'il soit ailier gauche ou neuf. C'est fou qu'on puisse encore se poser la question du réel poste de Kylian Mbappé. Je pense que c'est surtout sa manière de jouer en fait, où il est beaucoup plus nonchalant. J'étais au Parc des Princes contre Nantes, je suis désolé mais il prend plus la profondeur. Dès qu'il a le ballon il s'arrête et quand il est en phase arrêtée face à un joueur, il est pas bon du tout. Il faut qu'il puisse prendre la profondeur et dire que Mbappé doit être neuf. Je fais pas partie de cela et surtout qu'on a vu sa performance contre Nantes où il a été quasi inexistant. Parce que même s'il est ailier gauche, on le voit quand même dans le jeu il se recentre un peu dans l'axe, il est un peu partout. Mais son problème c'est aussi de vouloir jouer les playmakers. Ça, c'est qu'il veut être un joueur qu'il n'est pas. Il doit changer de comportement. Il doit rester sur son poste et laisser la place aux attaquants qui ont été achetés l'été dernier, Gonzalo Ramos et Kolo Muani, 185 millions d'euros. Parce que c'est un vrai désaveu de se dire qu'il faut mettre Mbappé numéro 9, rien que par rapport à ça. On a un Gonzalo Ramos qui évidemment a marqué contre Monaco, qui était un peu en difficulté, mais il y a quand même des vrais éléments de satisfaction, je trouve, parfois dans le jeu, que ce soit aussi dans le repli défensif, parce que c'est bien aussi d'avoir un attaquant qui touche pas beaucoup de ballons, donc qui utilise pas trop son cardio pendant 90 minutes, et bah autant qu'il l'utilise pour aussi faire des replis défensifs. Même si c'est pas ce qu'on lui demande, mais rappelez-vous, Edinson Cavani le faisait très bien et il arrivait à être lucide devant le but. En tout cas, Gonzalo Ramos il est important, pourquoi? Parce que c'est aussi un joueur de tête et que les Parisiens centrent énormément. On l'avait vu contre Newcastle avec plus de 30 tirs des Parisiens, dont énormément de centres qui n'ont pas trouvé preneur. Et Mbappé n'est pas un joueur de tête. Donc il faut un Gonzalo Ramos dans la boîte. Problème, c'est que Luis Enrique ne le met pas souvent titulaire. C'est le même problème que pour Vitinha. Il y a des joueurs qui rendent satisfaction en certains matchs et le match d'après ils sont pas titularisés. On se demande comment on peut mettre en place une vraie dynamique constante si on fait pas enchaîner les matchs aux joueurs. Et parlons de Kolo Muani aussi, je le préfère en sortie de banc, même si l'absence de Dembélé remet tout en question. On pourrait voir un Kolo Muani à droite. On se pose souvent la question, on se dit mais est-ce que Kolo Muani il serait pas mieux à droite? Évidemment il y a une concurrence avec Dembélé qui serait constante tout au long de la saison, mais est-ce que c'est pas la solution au final? Moi je pense que la solution c'est que c'est surtout un joueur qui est remplaçant et en sortie de banc qui est plutôt efficace. On l'avait vu aussi avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde où il amène énormément d'intensité, où il provoque énormément. Il peut être en sortie de banc, mais dans ce match là il pourrait aussi être ailier droit. Moi ce que je préférerais c'est de voir Barcola en ailier droit parce qu'il a déjà joué ailier droit avec Lyon, qu'il a été titulaire contre Nantes et donc je pense que c'est voulu de la part de Luis Enrique de mettre des minutes dans les jambes de ce joueur pour pouvoir le préparer à l'échéance Dortmund. Donc il faut imaginer dans cette compo un Barcola à droite, un Gonzalo Ramos en pointe et un Mbappé à gauche. En tout cas c'est ce que moi je vois. Plein de médias se feront aussi leur avis sur la compo et on verra quelque chose de différent mercredi soir, mais en tout cas c'est un peu les pronostics. Comme pour le pronostic du match, la compo on ne sait jamais ce que ça va donner. Parlons désormais de l'adversaire de mercredi soir, le Borussia Dortmund. Ça va pas du tout en ce moment en Bundesliga parce que ça fait 3 matchs d'affilée dans ce championnat que Dortmund n'a pas gagné. Je le rappelle, un partout contre Leverkusen, défaite contre Stuttgart 2-0 et défaite contre Leipzig 3-2. Ils sont 5e du championnat, pas du tout au niveau de ce qu'on attend d'eux, ça c'est clair. C'est plutôt dans une position menaçante par rapport à la qualification en Europe pour la saison prochaine. Ils ont la tête à leur championnat et ils ont la tête à la Ligue des Champions, même si ils sont qualifiés d'office. Évidemment là ils jouent une première place, donc ils vont pas le prendre à la légère non plus. Dans les absents, Emre Can est suspendu, Nmecha absent, ainsi que Sabitzer qui est incertain mais qui pourrait jouer ce match, donc il y a une vraie interrogation là-dessus. Pas de latéraux droit présent dans l'effectif du Borussia, donc Soule pourrait jouer à ce poste. Dans la tactique, ils ont souvent alterné entre une ligne défensive à 3 ou une ligne défensive à 4. La dernière fois qu'ils ont aligné une ligne défensive à 3, c'était contre le Paris Saint-Germain en septembre et ils avaient perdu. Depuis, ils ont enchaîné avec une ligne à 4 et ils ont à chaque fois gagné, enfin en tout cas 3 fois sur 4. Ils sont sur une bonne dynamique en Ligue des Champions comparé au championnat. Donc là dans le système on pourrait imaginer un Kobel, Soule, Hummels, Schlotterberg, Ben Sebaini, Sabitzer, Oksan, Malen, Reus, Brunt, Füllkrug. Il y en a que j'ai mal prononcé mais c'est pas très grave, j'ai essayé au moins. Mais voilà, donc ce Dortmund qui est pas en forme en championnat,
qui est en forme en Ligue des Champions, assez imprévisible comme équipe comme Newcastle et Milan. Au final, ce groupe est grave imprévisible. Dans ce match, moi je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 2-1. Je suis pas objectif évidemment parce que même si j'analyse le foot à travers mes vidéos, vous me voyez dans les shorts et dans les vidéos longues, je suis aussi supporter du PSG, donc c'est un peu compliqué de faire un prono réaliste et objectif. Mais en tout cas, je vois un 2-1 avec un PSG qui marque à presque tous les matchs de phase de groupe, qui depuis 12 ans s'est toujours qualifié en 8ème de finale de Ligue des Champions. Donc c'est le moment pour le PSG de confirmer son projet et d'être à la hauteur des ambitions. Et donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce match, puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.